L'histoire d'aujourd'hui est une histoire vraie. Il existe des preuves en images des faits que je vais vous raconter. Je ne pourrai malheureusement pas les partager avec vous. Elle se déroule dans un petit patelin, si petit que tout le monde se connaît au moins de vue. À moins que tu ne sortes camouflé comme un ninja, toute la ville t'a forcément déjà vu. Elle est si petite qu'il n'y a qu'un seul commerce, où on y retrouve de tout. Alimentation, produits d'hygiène, d'entretien, etc. Sa propriétaire avait un fils, et c'est lui qui a été témoin de cette histoire étrange. Par souci d'anonymat, nous allons renommer ce garçon Adil et sa mère Khadija. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Le père est totalement absent dans cette histoire. Nous ne savons rien de lui. Adil et sa mère vivaient dans une grande ville auparavant. Et ce dernier était connu pour être un garçon très bien éduqué. C'était un élève studieux dans une très bonne école et il avait plein d'amis. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que maintenir ce niveau de vie dans une si grande ville devenait de plus en plus difficile pour sa mère. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à déménager dans une autre ville plus petite. C'était la seule façon pour elle d'avoir les moyens d'ouvrir son propre commerce. Dans les petites villes reculées, les gens doivent parfois se déplacer très loin pour trouver des magasins ou épiceries où faire leurs courses. Au début, je n'étais pas d'accord. Changer radicalement de vie, d'école, m'éloigner de mes amis et de la maison où j'ai toujours vécu, je ne pouvais pas l'accepter. C'était déjà assez difficile de grandir sans père, alors perdre en plus tous mes repères du jour au lendemain, non merci. Mais ma mère ne reviendra malheureusement pas sur sa décision. On va s'en aller d'ici. Mais si elle savait le quart de ce qui allait se passer dans ce village, nous n'y serions jamais allés. Ma mère était l'homme de la maison. Elle portait le foyer à bout de bras, donc je ne voulais pas lui en rajouter avec mes caprices. J'ai donc fini par accepter de partir. Je ne savais rien de cette ville, ni comment, ni où elle était. Je sais juste que ma mère y est allée une semaine plus tôt et qu'elle lui a plu. J'ai dû dire au revoir à tous mes copains, et surtout Karim. Nos mères étaient amies, et lui était comme mon frère. C'était difficile de se dire qu'on allait chacun finir sa vie de son côté. Karim me demanda comment était cette ville, si j'étais contente d'y aller, et s'il pourrait venir me voir. Bref, des discussions d'enfants basiques. Je lui ai donné toutes les infos que j'avais pour qu'on puisse garder contact et ne pas se perdre de vue. Je lui donne donc le nom de la ville et la région où elle se trouve dans le nord du Maroc. Il me répond « Bizarre, j'ai jamais entendu ce nom-là. T'es sûr que c'est une ville ? Parce que même si on la connaît pas, on en aurait quand même entendu parler une fois. » Je ne voulais pas plus insister auprès de ma mère pour avoir plus de détails. Enfin vint le jour du déménagement. On a pris la route. C'est sûrement la ville où je vais grandir et vivre le reste de ma vie. Le chemin devient vite effrayant. Mais maman, où on va ? C'est quoi cette route ? C'est le chemin vers l'enfer ou quoi ? Mais non, t'inquiète pas, tu vas t'y plaire quand on sera arrivé. On arrive finalement devant la maison. Et je répète plusieurs fois à ma mère. T'es sûre que c'est bien là ? On est bien arrivé ? On va habiter dans cette maison-là ? Mais oui, c'est bien là, c'est ça, c'est notre maison. Pour vous décrire un peu, ce n'est finalement pas une petite ville, mais un village perdu de 600 habitants. Les maisons sont assez éloignées les unes des autres, et il n'y a qu'une seule route principale. Comme je vous ai dit, tout le monde se connaît ici. Pour ma part, je n'aime pas beaucoup l'ambiance. C'est trop calme et je ne me suis fait aucun ami. J'allais à l'école dans la grande ville la plus proche, et ma mère avait ouvert son commerce, ce qui fut la meilleure décision de sa vie. C'était un genre de market, un mini supermarché, qui a très vite très bien fonctionné.
Les habitants du village étaient heureux de ne plus avoir à faire tant de routes pour faire leurs courses, comme avant. Et ils n'ont plus à faire les courses de la semaine ou du mois. Ils peuvent se déplacer tous les jours à la supérette. Tout allait bien. On était heureux. Si seulement on savait. Une fois mes études finies, je vais travailler pour la première fois dans ce village. Et ce premier emploi est très important pour la suite de l'histoire. Patientez juste un peu. Dans un village aussi reculé et perdu, il se passe forcément des choses étranges la nuit, mais jamais autant que cette nuit-là. C'était un jour de fête, et le village était plein. Les habitants, ainsi que beaucoup de gens étrangers au village, étaient de sortie. Ma mère attendait chaque année ce jour avec impatience, car c'est celui où elle faisait le plus gros chiffre d'affaires de l'année. Aux alentours de 17 heures, me sentant un peu de mauvaise humeur, à cause du stress du travail, de la fatigue. Bref, j'ai eu besoin d'aller voir ma mère. Je décide d'aller la rejoindre au travail. En plus, il se peut qu'il y ait du monde et qu'elle ait besoin d'aide. Mais arrivé devant le magasin, je le trouve fermé. Pour que ma mère ferme un jour comme celui-là, il doit y avoir une bonne raison, ou quelque chose de grave. Ce jour-là, elle fait le même chiffre d'affaires que dans un mois entier, donc impossible pour elle de fermer. Je décide d'aller demander au plombier qui se trouve juste en face. « Tonton, à quelle heure ma mère a fermé aujourd'hui ? » ?»« Elle n'a pas ouvert, mon fils, aujourd'hui. Le magasin est fermé depuis ce matin. » »« Mais où a-t-elle bien pu aller ? Ce matin, je suis sortie tôt pour aller au travail, donc je ne l'ai pas vue. Elle n'a pas pu aller bien loin. Peut-être même qu'elle est à l'intérieur en train de faire un inventaire ou quelque chose du genre. Ou alors qu'elle s'est sentie mal et qu'elle est en train de se reposer. Bref, j'ai la clé de la petite porte arrière, donc je décide d'aller jeter un coup d'œil dedans. C'est le noir total, et je crie « Maman ? Maman ?» Mais rien, aucune réponse. J'allume la lumière et je vois une longue traînée rouge par terre. Je suis les traces qui mènent vers la grande porte arrière par laquelle on réceptionne les marchandises. Cette porte ne s'ouvre que de l'intérieur, donc ce n'est pas quelqu'un qui est entré. Les traces rouges continuent dehors vers le parking où ma mère laisse toujours sa voiture, mais elle n'est pas là. Je me fais tout un tas de scénarios catastrophes dans ma tête. Et c'est là que mon emploi va devenir important. Je travaille en fait pour l'inspecteur de police responsable de ce secteur et de ce village. Et je m'occupe de tout ce qui est administratif dans son bureau. Je décide donc de l'appeler pour lui expliquer. « Allô, monsieur Abdallah, j'ai un problème. » Je lui raconte tout en détail. Lui aussi est surpris que ma mère n'ait pas ouvert le magasin aujourd'hui. Mais sa réponse va me faire froid dans le dos. Mince, ça s'est encore produit. J'ai vite compris ce qu'il voulait dire. Car 3 ans plus tôt, il est arrivé une chose étrange. Une dame qui travaillait dans le café du village avait totalement disparu. Et on n'a à ce jour jamais trouvé ce qui lui était arrivé. Le point commun avec la disparition de ma mère, ce sont les traces rouges par terre, qu'on avait aussi retrouvées dans le café. C'étaient de légères traces de sang, traînées sur quelques mètres, puis qui disparaissent à l'entrée du café. On ne savait pas ce qui était arrivé à cette dame, et ça m'inquiète très fort pour ma mère. Je fais le tour du voisinage. Quelqu'un aurait peut-être pu voir ma mère aujourd'hui. Peut-être qu'elle est allée en ville pour chercher quelque chose qui lui manquait ici. Mais rien. Personne ne l'a vue. Il n'y a aucune trace d'elle. Je rejoins monsieur Abdallah, qui me dit qu'il faut commencer l'enquête. Déjà, on doit savoir d'où provient le sang. Est-ce celui de ma mère, qui se serait légèrement blessée, ou simplement celui de la viande qui se vend dans le magasin? On ne sait pas. Bref, on commence à chercher toutes les situations plausibles avec mon patron, quand me vient en tête un homme. Ahmed. C'est un homme très très étrange. Je n'ai jamais trouvé cet homme normal. Qu'est-ce qui te fait penser qu'Ahmed a quelque chose à voir dans cette histoire?
Vous vous rappelez quand Madame Myriam a disparu du café? C'était un des premiers suspects. Les gens l'ont tout de suite incriminé car il est bizarre. Certains disent qu'il fait de la sorcellerie et qu'il se rend souvent au cimetière. Mais au final, ils n'ont rien trouvé pour prouver sa culpabilité. Bah voilà, il a été innocenté, ça devrait pas te mettre sur sa piste, puisqu'on n'a jamais rien trouvé sur lui. Oui, peut-être que dans cette affaire-là, il n'avait rien à voir et que Myriam est juste partie sans prévenir personne. Mais ce qui m'a fait penser à lui, c'est ce qui s'est passé hier. Je suis allée voir ma mère le soir, et j'ai vu de loin Ahmed tourner autour du magasin. Puis il est rentré, il a acheté une bricole, et il s'en est allé. Et alors, si on accuse chaque client qui tourne autour du magasin et qui rentre acheter quelque chose, on n'a pas fini. Oui, je comprends, mais sa façon de regarder partout autour du magasin n'était pas normale. Je sens qu'il avait quelque chose derrière la tête. Ok. Et que veux-tu qu'on fasse au juste? Est-ce qu'on peut aller lui rendre une petite visite histoire de voir comment il réagit? Monsieur Abdallah a accepté. Il s'agit de ma mère, donc il prend en compte mon état de choc et mes craintes. Il est 19 heures. Nous sommes en plein hiver, donc il fait déjà nuit et les rues sont déjà vides. À ce moment de l'année, personne ne sort à la tombée de la nuit dans le village. On a même donné un nom à cette période. On l'appelle Tbourisha, la chair de poule en français. Parce que les rues ici, quand il fait noir, donnent vraiment des frissons. Donc personne n'y sort. Toutes les maisons du village sont très grandes avec des jardins. C'est d'ailleurs ce qui pousse les gens à venir vivre ici. Des grands terrains à petit prix. Certains ont même construit des fermes sur leurs terrains. Et c'est le cas d'Ahmed. Sa maison est tellement grande qu'on peut y abriter 10 familles. À première vue, il n'y a personne. Aucune lumière n'est allumée. On dirait une maison abandonnée depuis des années. Vous me direz que du coup, il n'est peut-être pas là. Mais non. Même si sa maison est immense, Ahmed était si pauvre qu'il n'aurait pas pu aller bien loin. Et s'il traînait dans le village, on l'aurait sûrement croisé. On tape à la porte, on crie son nom, mais personne ne répond. Attends, Adil, il est peut-être chez un de ses copains. En effet, Ahmed avait un ami chez qui il se rendait souvent, et on l'a bien trouvé là-bas, en train de dîner, avec toute la famille. Mon chef lui dit « Ahmed, tu veux bien nous suivre, on voudrait parler avec toi, s'il te plaît ?»« Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, j'espère. » »« Non, non, t'inquiète pas, on veut juste te poser quelques questions. »« Aucun problème, je vous suis. » Il monte avec nous dans la voiture, puis on se rend au commissariat. Sa façon de nous répondre si poliment nous faisait sentir un peu honteux, comme si on le dérangeait pour rien et qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire. Monsieur Abdallah l'installe dans son bureau, puis va donner l'ordre à son équipe d'aller fouiller la maison en enfonçant la porte. S'ils y trouvent quelque chose, on ira plus loin dans l'enquête. Sinon, on lui présentera nos excuses et on le déposera chez lui. Bref, on en vient à la partie intéressante de l'histoire, la plus effrayante. C'est ici que tout commence. Les 3 policiers envoyés sur place défoncent la porte et allument la lumière. Mais l'obscurité persiste car il n'y a aucune ampoule au plafond. Il fait nuit. Les rues du village font froid dans le dos et la maison de Ahmed encore plus. Ils font quand même un tour à la lueur de leur lampe torche. Pourquoi il n'y a aucune ampoule? Eh bien parce que Ahmed n'aime pas allumer la lumière. Il aime s'éclairer avec des bougies très spéciales, avec des formes effrayantes. Il y a des vieux livres un peu partout, des objets bizarres, des bruits dans la maison. Bref, selon mes collègues, l'ambiance de cette maison leur a glacé le sang. Ils arrivent dans la cuisine, toujours éclairés seulement de leur lampe torche, et ce qu'ils vont y trouver restera à jamais gravé dans leur mémoire et dans la mienne. Car oui, j'ai vu les photos de la scène, mais je ne peux pas vous les partager tellement elles sont atroces.
Au plafond de la cuisine, un crochet de boucher, celui auquel on pend les carcasses pour leur retirer la peau et les égoutter. Mais pendu là-haut, c'est un corps humain qu'ils ont découvert. Un corps humain attaché par les pieds et coupé en deux jusqu'à la poitrine, comme une bête qu'on aurait voulu ouvrir en deux. C'est le corps d'une femme. Un des policiers sortit en courant pour vomir après cette vision atroce. C'est la pire chose qu'ils aient vue de leur vie. À son retour, il leur dit « Il faut continuer à fouiller cette maison. Je suis sûr que c'est que le début, on risque de trouver pire. » Et ils continuent leur fouille vers la chambre. Quand ils tombent sur une chambre fermée, c'est la chambre de la maman d'Ahmed, décédée il y a 12 ans. La chambre est inchangée, figée dans le temps. Même si elle est morte, toutes ses affaires sont toujours là au même endroit, pleines de poussière et de toiles d'araignée. Il a tout gardé. Et ce détail est très important car il nous aidera à comprendre pourquoi Ahmed fait tout ça. Je pense qu'il n'a pas accepté le départ de sa mère. Après avoir fini toutes les pièces, ils décident de retourner dans la cuisine pour s'assurer de ce qu'ils ont vu plus tôt, car ils n'en croyaient toujours pas leurs yeux. De plus, les bruits qui retentissaient dans cette maison, plongée dans le noir, leur donnaient la chair de poule. Ils se mettent alors à fouiller la cuisine en détail, quand l'un des collègues attrape un récipient sur la table. Il a l'air de servir de poubelle ou de cendrier. En y regardant de plus près, c'est un crâne. Un crâne humain coupé en deux, dont Ahmed se sert de poubelle. Un autre des collègues ouvre les placards du haut et tombe sur plein de bols, tous faits en crâne humain. Ils sont tous sous le choc, sans savoir qu'ils n'ont encore rien vu. Le troisième policier ouvre les placards du bas et tombe sur 2 seaux. Dans le premier, les abats de la femme pendue. Dans l'autre, sa tête qui a été séparée de son corps. Chaque porte qu'ils ouvrent cache un nouveau secret. Ils finissent par se diriger vers la chambre d'Ahmed. Juste devant la porte, ils tombent sur 3 masques de femmes, de vrais visages qui ont été retirés de leur tête. Il avait soigneusement détaché tous les visages de ses victimes et les avait collés sur des boules de papier journal pour en faire des trophées. L'un des policiers, en y regardant de plus près, reconnaît le visage de Myriam, la dame du café disparue 3 ans plus tôt. Mais ils n'ont encore rien vu. Dans la chambre, pendue sur le placard, une tenue. Sa couleur est d'un beige un peu grisâtre. C'est une peau humaine. Comme pour les visages, il a réussi à dépouiller une de ses victimes de sa peau pour en créer une tenue qui va du cou jusqu'aux pieds. Juste en dessous, 2 coffres. L'un contient d'autres masques humains et l'autre contient des pieds. Chaque chose étant bien triée séparément. C'est la première fois qu'il voit quelque chose de semblable dans ce village. Ni M. Abdallah, ni aucun des policiers de son équipe n'ont vu de leur vie une scène aussi atroce. À ce moment-là, j'étais encore avec Ahmed au commissariat, dans le bureau du chef. On discutait, on rigolait. Je ne savais pas encore tout ce que mes collègues avaient vu. Ils ont contacté M. Abdallah qui m'a laissé seul avec Ahmed pour aller voir de ses propres yeux la maison. Il nous a bien sûr rien dit pour ne pas éveiller les soupçons d'Ahmed. Ils finissent par revenir tous les 4 au poste. Et Ahmed les accueille avec un grand sourire. Vous avez trouvé de jolies choses chez moi, n'est-ce pas? J'aime beaucoup la déco et la couture. Je fabrique des babioles et couds des tenues magnifiques avec les peaux de mes victimes. Sans prétention, je trouve mon travail fantastique. Il vous a plu? Je ne comprends rien de tout ce que j'entends. Je vois bien que mes collègues et mon patron savent quelque chose et comprennent de quoi Ahmed parle. Mais pour ma part, je suis totalement perdue.
Monsieur Abdallah me fait sortir avec les collègues pour qu'ils puissent m'expliquer pendant qu'ils continuent d'interroger Ahmed. À leur visage, je comprends qu'ils n'ont pas de bonnes nouvelles. Ils m'expliquent que j'ai perdu ma mère, qu'elle est décédée. Bien évidemment, sans me donner tous les détails de ce qu'ils ont vu dans cette maison, ni dans quel état ils ont trouvé le corps de ma mère. S'ils me l'avaient dit à ce moment-là, je ne sais pas quelle aurait été ma réaction. Je pense que je n'aurais pas pu me maîtriser face à ce monstre. Ahmed n'a au début pas voulu avouer avoir tué ses femmes, mais il ne pouvait pas nier ce qu'il a fait au corps de ma mère. Il finit donc par avouer. Oui, j'ai tué Khadija, mais rien de personnel, c'est juste du business. J'avais besoin de sa peau, c'est tout. On voulait tous comprendre pourquoi il avait besoin de ses peaux, moi le premier. Détail important que j'ai oublié de citer, dans sa chambre, les rideaux, les lustres, tous les objets qu'on peut trouver dans une chambre et dont on fait usage tous les jours étaient en peau humaine. Il fabriquait absolument tout en peau de femme. Au cours de l'enquête, après avoir avoué pour ma mère, Abdallah continue de l'interroger sur les autres victimes. Et Myriam, qui a disparu du café, c'était toi aussi? Non, non, Myriam, c'était pas moi. Comment ça? On a trouvé son visage dans ta maison. Non, 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 vous êtes trompé, c'est pas moi. Ou peut-être. Je sais plus. Peut-être que oui, je me rappelle pas. C'était sa réponse pour toutes les autres victimes. Je sais plus, je m'en rappelle pas. Pendant ce temps, d'après mes collègues, j'étais inconsolable, dans un état second. Monsieur Abdallah décide d'emmener Ahmed à la maison pour le confronter à ce qu'ils ont trouvé. Arrivé là-bas, entre ma pauvre mère qui se balance au plafond de la cuisine, les masques, les ustensiles et la déco en reste humain, Ahmed n'a aucune réaction. Comme si tout ce qu'il voyait était tout à fait normal. « Pourquoi tu fais ça ?» demande monsieur Abdallah. Car on ne connaît pas encore ses raisons. Mais Ahmed reste de marbre. Il regarde autour de lui, avec le sourire aux lèvres. Une histoire comme celle-ci n'a pas tardé à faire le buzz, et plusieurs journalistes se sont regroupés devant la maison. Lui, menotté et retenu par la police, les regardait avec un grand sourire narquois sur le visage. Le plus étrange dans ce village, c'est que les habitants, qui connaissaient tous très bien Ahmed, après avoir entendu cette histoire, se sont aussi regroupés devant la maison, en espérant récupérer un bol, un lustre ou un objet qu'il aurait fabriqué en souvenir de lui. Et ils étaient tous très sérieux dans leur requête. La police va tout rassembler et tout remettre à la police scientifique afin de déterminer le nombre de victimes. 15. Ce détraqué a tué 15 femmes. Monsieur Abdallah demanda alors à Ahmed. La tenue accrochée à ton placard, qu'est-ce que c'est? Elle sert à quoi? Bah, je la porte, elle est jolie. Mais Ahmed, c'est la peau d'une femme. Pourquoi tu fais ça? J'aimerais bien être une femme. J'ai vu qu'en Europe ça se faisait de changer, mais c'est trop cher pour moi. Alors je me déguise. Mais Ahmed, pourquoi tu fais tout ça? C'est qui les autres femmes à part Khadija et Myriam? Ah, les autres. Bah, je les ai déterrées au cimetière. J'ai fait quelques rituels que vous ne comprendrez pas, et je les ai ramenés à la maison. Après, je les ai vidés, et j'ai fait ce que je voulais. Tu as fait quoi? Tu as abusé d'elles? Non, 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 je fais pas ce genre de choses. Bah quoi alors, t'as mangé leur chair? Non plus, j'aime pas du tout ça. J'attends juste qu'une femme soit fraîchement enterrée pour que la terre soit facile à creuser et le corps encore bien conservé. Jusqu'ici, on ne connaît toujours pas le motif de cet homme. Pourquoi il fait tout ça? Ses avocats prennent la folie. Il vivrait dans un monde imaginaire et ne serait pas conscient de ses actes. Pour la justice, il y avait deux issues possibles.
l'asile ou la peine capitale. Il est temps maintenant de vous raconter l'histoire d'Ahmed et les racines de ses horreurs. Comment il en est arrivé là? Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre tout ça? Le père d'Ahmed était une mauvaise personne, qui consommait toutes sortes de substances. Tout le contraire de sa mère, qui était douce et aimante. Ahmed aimait sa mère. Il l'aimait sans limite, d'un amour anormal. Aucune autre femme sur terre ne l'intéressait. Son frère lui en a parlé un jour. « Tu es obsédé par maman. Cette obsession n'est pas normale, c'est pas naturel. » Ils ont laissé ça passer. Tant que ça n'aboutissait pas à quelque chose de grave ou de dangereux, ils l'ont laissé l'aimer. Il est resté auprès d'elle jusqu'à ses dernières secondes. C'est après sa mort qu'Ahmed a perdu l'esprit. Il voulait faire revenir sa mère par tous les moyens. C'est d'ailleurs pour ça que tout dans sa chambre est resté inchangé. Il disait que sa mère se présentait à lui dans cette chambre de plusieurs façons. Au début, il a commencé par chercher des solutions occultes pour l'invoquer. Il ne faisait de mal à personne en soi, pas comme ces dernières années. Puis il a commencé à déterrer des femmes au cimetière, pour finalement s'attaquer à Myriam et Khadija. Le point commun entre toutes ces femmes, c'est qu'elles ressemblaient toutes plus ou moins à sa mère. Toutes ces peaux, ces masques le faisaient ressentir en quelque sorte la présence de sa mère dans la maison. Il était prêt à tout, peu importe la gravité, pour faire revenir sa mère. Après entretien avec un psychiatre, il est reconnu comme malade mental et ne sera pas jugé. Je vous laisse deviner nos réactions, nous, les proches des victimes. 12 ans plus tard, sous la pression de tous les gens qui affirmaient que c'était un sorcier, qui était bien conscient de ses actes, il sera retiré de la structure psychiatrique où il était enfermé pour être finalement jugé. Mais son état est encore pire qu'avant. Il parle dans une langue incompréhensible. Pour les juges, c'est sans appel. Il s'agit bien d'un malade mental. Pour d'autres, c'est un sorcier qui a vendu son âme au diable. Il retournera donc en hôpital psychiatrique jusqu'à la fin de ses jours.